La deuxième affaire pour laquelle le ministre de la Justice est actuellement poursuivi est celle du PNF. Je t'ai parlé de l'affaire Levrault dans la précédente vidéo, mais cette affaire est plus compliquée. Elle découle de l'affaire des fadettes, qui découle de l'affaire Bismuth, en lien avec l'affaire Bettencourt et l'affaire du financement illégal de la campagne de Sarkozy. Ça fait beaucoup d'affaires, je t'explique tout ça, mais avant je te demande de liker, partager, commenter, et si t'aimes ce genre de contenu, abonne-toi. Les juges du PNF enquêtent sur Nicolas Sarkozy, dans l'affaire du financement illégal de sa campagne présidentielle de 2007, par la Libye de Kadhafi. Ils le mettent donc sur écoute, sauf que Sarkozy et son avocat vont savoir qu'ils sont sur écoute. Les enquêteurs vont ouvrir une autre enquête parce qu'ils soupçonnent Sarkozy et son avocat d'avoir monnayé avec un magistrat de la cour de casse des infos sur l'affaire Bettencourt en échange d'un poste pour lui à Monaco. L'affaire Bettencourt, c'est une autre affaire dans laquelle il a eu finalement un non-lieu. Les enquêteurs vont se rendre compte que Sarkozy utilise une autre ligne secrète avec son avocat, sous une autre identité. Il s'agit de 2 lignes téléphoniques, une pour l'avocat et une pour Sarkozy, achetées au nom de Paul Bismuth. Et les enquêteurs vont donc mettre sur écoute cette ligne téléphonique secrète. D'ailleurs, pendant le procès en appel de cette affaire Bismuth le 7 décembre 2022, les écoutes ont été diffusées. Et on les y entend donc sur cette ligne secrète se mettre d'accord sur ce qu'ils vont dire sur la ligne dont ils savent qu'elle est écoutée. Je vais dire ça, tu vas me répondre ça. Ah oui, bonne idée, je te rappelle sur l'autre ligne. Et puis sur l'autre ligne, le ton était théâtral, comme si c'était pas parlé juste avant. Pendant la diffusion de ces écoutes au procès, les personnes présentes, presse, public, ont dû mettre leur téléphone dans des pochettes zippées et tout enregistrement était illégal, pouvant donner lieu à une amende de 18 000 €. On revient au sujet principal, donc la ligne secrète est aussi mise sur écoute par les enquêteurs, mais à un moment, les enquêteurs ont des doutes et pensent que Sarkozy et son avocat ont appris que la seconde ligne est sur écoute. Pour eux, ils l'auraient appris le 25 février 2014 entre 10h20 et 12h41, parce que le discours de Nicolas Sarkozy avait changé. Alors qu'il était prêt à monnayer les informations sur l'affaire Bettencourt avec le magistrat Gilbert Azibert en échange d'un poste à Monaco, il aurait d'un coup changé d'avis. Les enquêteurs ont donc entamé une nouvelle enquête secrète pour essayer de retrouver la taupe qui les aurait informés. Et c'est là que commence l'affaire 306, appelée l'affaire des fadettes. Les factures téléphoniques d'une vingtaine de personnalités du monde judiciaire ont été épluchées, dont celle d'Éric Dupond-Moretti, qui n'était pas encore ministre et qui était l'ami de Thierry Herzog, l'avocat de Sarkozy. Mediapart le désigne même comme son BFF, meilleur ami. D'après Libération, qui a accédé au PV, une ligne enregistrée auprès d'un opérateur à Monaco intrigue les enquêteurs. Ce numéro de téléphone appartient à un homme d'affaires, ancien proche du prince Albert de Monaco. Il avait été condamné dans les années 2000 après un scandale aux produits financiers. Quand il vérifie les appels de cet homme, il retrouve ceux avec l'avocat de Sarkozy, mais aussi avec Éric Dupond-Moretti, qui avait été son avocat en appel dans l'affaire d'escroquerie. Mais ce qui intrigue les enquêteurs, c'est l'enchaînement des communications entre les lignes téléphoniques de ces 3 personnes. C'est donc cela qui va amener les enquêteurs à s'intéresser aux fadettes, les relevés téléphoniques d'Éric Dupond-Moretti. Le 6 octobre 2014, 11h30, un brigadier chef du service de police judiciaire, chargé des affaires complexes de corruption, de fraude fiscale et de probité politique, va dresser un procès verbal intitulé « Recherche source ouverte sur le nommé Dupond-Éric ». Ils vont lister tous les appels du ministre dans un tableau et les classer par nombre d'appels. Parmi ces appels, un numéro suisse, des sociétés de production, des communicants, beaucoup de journalistes et des bornages géographiques sont réalisés. Après ce travail de recherche, un policier dresse un PV indiquant qu'il n'a pas été possible d'isoler des éléments susceptibles d'orienter l'enquête en cours, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien trouvé de probant. En octobre 2016, un magistrat du PNF rédige une note dans laquelle il va indiquer que pour lui, les relevés d'Éric Dupond-Moretti ne font pas apparaître de personnes qui auraient pu être en possession de l'information qui a fuité à Nicolas Sarkozy et son avocat. Et que d'ailleurs, Éric Dupond-Moretti se trouvait aux assises ce jour-là. Finalement, les enquêteurs ne vont pas retrouver la taupe et ne trouveront aucune preuve de son existence. L'affaire 306 va être classée sans suite. Tout aurait pu s'arrêter là. Mais, en juin 2020, le magazine Le Point va révéler l'existence de l'enquête. Dans un article intitulé « Des avocats espionnés, leur téléphone géolocalisé, comment des magistrats pour se payer Nicolas Sarkozy ont piétiné l'état de droit ». Le parquet national financier communique aux avocats de Sarkozy et Herzog le contenu de l'enquête. D'ailleurs, petit aparté, ce point précis a ouvert une question très importante en matière de droit et a provoqué un changement du droit, en l'occurrence du droit de la procédure pénale, qui risque de faire tomber les charges contre Nicolas Sarkozy dans cette affaire. Ça s'est passé au mois de septembre. Dites-moi si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo dessus. Lorsqu'il apprend que ces communications avaient été épluchées, Éric Dupond-Moretti crie au scandale. Il dénonce les méthodes de barbouze des magistrats. D'autres avocats influents vont aussi dénoncer l'enquête. Nicole Belloubet, la garde des Sceaux à cette période, va enclencher une enquête de l'inspection générale de la justice au sujet du fonctionnement du PNF. Éric Dupond-Moretti va porter plainte le 30 juin 2020 pour violation de l'intimité de la vie privée et du secret des correspondances et abus d'autorité. Un peu plus d'un mois après, il est nommé ministre de la Justice et retire sa plainte le 14 juillet. Le lendemain de sa nomination, le Conseil de la magistrature lui adresse un courrier
communiqué dans lequel il lui demande de stopper cette inspection, les travaux de l'inspection, puisque le rapport de l'inspection lui sera remis à lui en tant que garde des Sceaux et que c'est lui qui devra prendre la décision de poursuivre ou non l'affaire et que ça le placerait donc dans une situation évidente de conflit d'intérêts. Éric Dupond-Moretti a refusé de prendre en compte l'avertissement. Le rapport de l'inspection a estimé que l'enquête 306 était parfaitement légale, elle n'a pas conclu à des fautes personnelles des magistrats du PNF et aucune juridiction n'a jugé la procédure illégale. Mais le 18 septembre, le garde des Sceaux va enclencher des procédures administratives contre les 3 magistrats du PNF et va même publier leur nom dans un communiqué. C'est une première, jamais un ministre n'avait montré du doigt des suspects avant toute enquête. Et l'affaire a provoqué une vague d'indignation chez tous les magistrats. Pour Le Monde, Éric Dupond-Moretti avait d'emblée l'intention de se servir de l'inspection de fonctionnement pour punir les magistrats du PNF. C'est donc pour ça, et pour l'affaire Levrault, que le ministre est actuellement jugé pour prise illégale d'intérêt. Le procès se termine le vendredi 17 novembre. Les juges de la CJR, donc Cour de justice de la République, vont ensuite voter secrètement et la décision est prise à la majorité des voix. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi en commentaire et puis je vous demande de liker, commenter, partager la vidéo avec vos proches. Ça aide pour la visibilité de la vidéo et si le contenu vous a plu, abonnez-vous.